Tout d'abord, je vais commencer par des remerciements. Je voudrais remercier Mme Bourras pour le prêt de la salle. Voilà. Je veux la remercier aussi de sa présence ici, ainsi que celle de M. Dominique Bousquet, qui est président de la communauté de communes. Donc, on vous a demandé de venir aujourd'hui. C'est pour vous présenter qu'est-ce qu'une SCIC, en quoi ça consiste et comment ça fonctionne. Alors, je voulais dire quelque chose, que c'est une initiative de la CGT nationale. C'est pas notre arme de métier de faire une SCIC. On fait ça parce qu'on veut, comme les élus qui sont présents aujourd'hui ici, on veut sauver les papeteries de Condat, on veut sauver le territoire tout autour des papeteries de Condat, et il ne faut pas oublier que si demain, malheureusement, il arrivait une catastrophe au sein des papeteries de Condat, c'est tout un territoire qui en paierait les pots cassés. Et quand je dis tout un territoire, ça veut dire les mairies, les collectivités, les artisans, les commerces et tout ce qui s'ensuit. Donc, je vais, moi, passer la parole au bout de 2 personnes qui sont à côté de moi, qui se présenteront quand elles prendront le micro. Mais il faut que tout le monde sache qu'on crée la SCIC parce que si demain les papeteries de Condat se retrouvent au tribunal de commerce, on a quelque chose à proposer pour pouvoir maintenir l'emploi aux papeteries de Condat. On ne le fait pas de gaieté de cœur, on ne le fait pas par plaisir, mais on se doit, et il n'était pas concevable de ne pas faire quelque chose pour essayer de sauver Condat. Donc, je vais passer la parole à Carlos Toulon, qui se présentera. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Alors moi, je suis Carlos Tunon, je suis le secrétaire général de la FILPAC CGT, la Fédération de l'industrie du livre, du papier et du carton. On voit que malheureusement, on se retrouve 2 ans après le PSE qui avait déjà fait partir une grosse partie des salariés. On se retrouve dans une situation qui est pire, à mon sens. Donc, en réfléchissant avec les représentants du personnel et avec le cabinet Proneos, on a pris l'initiative de lancer l'étude de la mise en place d'une SCIC. Alors, il expliquera mieux que moi, Tibor, pourquoi. C'est une initiative qui serait une première dans le secteur du papier-carton, sur une papeterie. C'est une initiative qui, à notre sens, est la seule qui peut permettre, dans la situation actuelle, de maintenir la papeterie de Condat en activité. On voit bien que le groupe aujourd'hui, la seule ambition qu'il a, c'est de liquider l'entreprise. Même s'ils ont des annonces de recherche de repreneurs, etc., moi, je considère que c'est du vent et que de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est la liquidation de l'entreprise. Ils vont faire semblant de chercher pendant 1 mois et demi, et puis après, ils vont passer à d'autres méthodes. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé ça. On en a échangé avec les politiques locaux. Et on aura besoin de la mobilisation de tout le monde pour arriver à mettre le projet en place. Mobilisation des salariés, bien sûr, sans qui ça va être compliqué. Mobilisation des politiques, bien sûr. Et puis on ira aussi taper à la porte de l'État, puisque on sait qu'il y a moyen d'avoir des fonds pour financer le projet, parce qu'il va y avoir besoin de financement, bien sûr. Donc on est en train de finaliser la structure qui va permettre de porter le projet. On a monté une association qui va être porteuse du projet de la SCIC, qui va s'appeler Condat Papers, et qui devrait être enregistré assez rapidement cet après-midi. Et donc on a travaillé avec un avocat sur les statuts pour pouvoir avancer sur le projet. Je
je vais laisser la parole à Tibor qui va se présenter et qui va nous faire une présentation de là où on en est du projet. Bonjour, donc oui, moi c'est Tibor Sarcey, donc, du bureau d'études Pronéos, donc un bureau d'études qui travaille pour le mouvement social, pour les représentants du personnel, pour les organisations syndicales, qui travaillent justement sur des projets industriels. Et on essaie d'être un outil qui permet d'aider la construction notamment de projets alternatifs. Donc là on est pile poil dedans. Sur ce genre de projet, on a plutôt l'habitude d'intervenir sur ce genre de projet. Je ne vais pas faire la liste ici, mais sur la création de sociétés coopératives, on a déjà participé à plusieurs types de projets de cette nature. Pourquoi une SIC? Alors une SIC, pourquoi c'est un peu différent, je ne sais pas au niveau de compréhension de tout le monde, mais c'est un peu différent d'une SCOP. La SCOP c'est assez connu dans le langage courant. L'intérêt de la SIC, c'est que ce n'est pas uniquement les travailleurs qui se positionnent en tant que repreneurs, mais ils peuvent ouvrir à d'autres collèges, donc le collège des salariés, mais aussi le collège des collectivités publiques, alors, de la mairie à l'État, qui peut être intégré la SIC, et surtout aussi, très intéressant et important, les acteurs de la filière. Donc ça permet de créer des dimensions de structuration de filière, c'est-à-dire qu'il y a des Conda, comme beaucoup d'industries, c'est une entreprise, c'est une usine qui est en fait un croisement et qui fait aussi vivre des fournisseurs, qui produit pour des clients, qui fait intervenir des sous-traitants. Donc c'est bien tout le problème du recul du poids de l'industrie en France, c'est que quand une industrie tombe, les dommages collatéraux sont bien plus importants qu'au niveau du seul périmètre de l'usine. Donc il nous semblait qu'effectivement que le format de la SIC était tout à fait efficace de ce point de vue-là. Carlos le disait, Philippe aussi, donc les statuts de l'association de préfiguration, on appelle ça comme ça, juridiquement, de préfiguration de la SIC, les statuts seront déposés cet après-midi, ce qui permettra le jour J, si besoin, de déposer un projet de reprise sous forme de société coopérative d'intérêt collectif. Donc là où on en est, donc on a commencé à travailler sur le projet avec le syndicat. On a obtenu un certain nombre d'informations assez intéressantes. Donc le site, il est, vous le savez sûrement ici, il est la ligne de production, la ligne 8, est très récente. Elle est alimentée en vapeur par une chaudière CSR toute neuve. Tout le monde nous parle de l'importance de développer la biomasse, et donc là il y a un cas typique de quelque chose qui fonctionne très bien de ce point de vue-là. Il y a un environnement logistique hyper intéressant, il y a un embranchement ferroviaire, il y a deux voies d'accès d'autoroute. Donc le site il est moderne, il répond à un besoin sur un marché, toutes les données le montrent, qui est en croissance. Il y a des salariés formés, compétents, avec des savoir-faire pour répondre à tous ces besoins-là. Là où on voit aujourd'hui, une des problématiques qu'il y a, c'est que par décision et par choix stratégique du groupe, la ligne de production n'est pas remplie, c'est-à-dire qu'elle est utilisée à peu près à 80% de sa capacité, et qu'en réalité, en concentrant l'effort commercial sur la production Conda, on pourrait assez rapidement augmenter le taux de remplissage de la ligne et donc absorber plus de frais de coût de structure. Et en réalité, finalement, nous, là, les premières projections qu'on fait sont assez positives, c'est-à-dire qu'on peut très facilement envisager un retour à l'équilibre économique en à peine 2-3 ans. Donc il y aurait un besoin de financement assez modique à mobiliser. Ça coûtera a priori toujours moins cher qu'un plan social. Donc ce qui serait un peu aberrant d'utiliser
l'argent du groupe pour supprimer des emplois, alors qu'il pourrait être utilisé pour maintenir un outil de production qui a des effets bénéfiques, alors à la fois pour les travailleurs de Condat, mais également effectivement pour tout le territoire, pour les fournisseurs, pour les sous-traitants. C'est un enjeu pour les clients. L'INSEE dit qu'un emploi industriel direct, ça génère 4,5 emplois indirects et induits. C'est bien ça tout l'enjeu du développement industriel. Donc, et l'effet inverse est également vrai, c'est-à-dire que la suppression d'un emploi industriel direct a des conséquences sociales et économiques bien plus larges. Est-ce que je développe sur d'autres points à ce stade? Comment on fait, Philippe, Carlos? Comment fonctionne la SIC? Donc le principe de la SIC, on propose le principe de la SIC, c'est qu'aucun collège ne peut avoir plus de 50% des droits de vote, et ne peut pas avoir moins de 10% non plus des droits de vote. Donc c'est quelque chose d'assez équilibré qui empêche qu'un acteur soit majoritaire en termes de pouvoir de décision. Autre élément intéressant, en fait, c'est une structure qui est assez souple. On peut totalement déconnecter l'apport en capital du nombre de droits de vote que ça donne, que ça confère. C'est-à-dire que théoriquement, je prends un cas par l'extrême, on peut très bien apporter en capital, le collège salarié par exemple, peut apporter très bien 1 euro symbolique et avoir 20% des droits de vote. On peut décorréler les choses. Donc après, c'est des discussions à avoir entre les différents acteurs et les différentes parties prenantes qui pourraient être intéressées à intégrer la SIC. Dans la première réflexion qu'on a eue, on pourrait faire une proposition de répartition des voix selon un scénario relativement équilibré. Après, encore une fois, tout ça dépendra des discussions qui auront lieu. Mais on peut très bien envisager pour l'instant une proposition, donc scénario équilibré, c'est-à-dire que les salariés auraient à peu près 25% des voix délibératives, des droits de vote. La partie collectivité publique, donc État, région, département, collectivité de communes, mairie, à voir en fonction des acteurs intéressés pourraient avoir à peu près aux mêmes alentours 20-25% des droits. La filière, donc que ce soit client-fournisseur, on pourrait faire 20% fournisseur, 20% client, donc on aurait un poids de la filière qui globalement sur toute la chaîne de valeur, sur toute la chaîne de production aura à peu près 40%. Et après avoir pour faire rentrer éventuellement d'autres types d'acteurs sur la part qui resterait à fournir. Donc on serait sur un scénario qui pourrait être, de ce point de vue-là, assez équilibré. Ensuite, il faudra déterminer plus précisément ce qu'on est en train de faire, les montants, pour entrer dans des termes un peu techniques, le montant des capitaux propres qu'il faudra amener. C'est-à-dire qu'en fait, dans le schéma qu'on a commencé à dresser, pas vous dire de bêtises, on a un retour à l'équilibre d'exploitation, c'est du jargon comptable, mais un retour à l'équilibre économique de la SIC, de l'entreprise, en 2028, ce qui est en réalité assez rapide. On a pris des hypothèses on n'a pas fait d'hypothèses extravagantes, c'est-à-dire qu'on est parti des prix de vente unitaires actuels. On a même fait l'hypothèse que ces prix de vente n'augmenteraient plus sur les 10 prochaines années. La seule variable qu'on a réellement fait augmenter, c'est le volume de production. En disant, il n'y a aucune raison qu'au vu des atouts du site, du marché sur lequel il se positionne, que l'usine ne soit pas capable d'augmenter son taux de capacité de 80% à quelque chose comme 80%. On est monté à 90% en 2030. Donc c'est même une progression qui pourrait être envisagée plus rapidement, même si on préfère nous prendre les hypothèses les plus pessimistes. Et même dans ce cadre-là, donc on arrive à un retour d'équilibre en 2028, ce qui générerait, on va dire, un besoin de financement, un besoin de trésorerie immédiat pour couvrir les pertes prévisionnelles de 2025, 2026, 2027
à hauteur d'à peu près 3 millions d'euros. Et donc, après, il faut intégrer un besoin d'investissement dans une bobineuse, pour ceux à qui ça parle, d'à peu près maximum 3 millions d'euros aussi. Il y a la question du... Voilà, c'est pareil, c'est un peu jargonneux ce que je veux dire, mais la question des besoins de financement pour couvrir le besoin au fonds de roulement, les besoins de décalage de trésorerie. Une entreprise, elle achète des choses avant de les vendre. Elle achète des matières premières, elle les transforme, ensuite elle vend la marchandise, mais donc entre les deux, elle a dû dépenser de l'argent avant de recevoir. Donc pour couvrir ce delta, il faut, c'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, donc il faut aussi là-dessus un peu de trésorerie. On propose on va réfléchir là-dessus, ça va se construire, il va y avoir des discussions sur des mécanismes de financement, publics. Il faudra voir, par exemple, des acteurs des banques publiques qui existent en France et dont le rôle est précisément de financer des lignes de trésorerie. Ça existe, donc ça c'est des gens avec qui il faudra aussi aller discuter là-dessus. Ça, on a l'habitude de le faire. Et c'est des montants, en réalité, si on les ramène à l'année, là c'est des montants cumulés dont je parle sur 3-4 ans. Ramener à l'année, c'est beaucoup moins important, évidemment. Et c'est des engagements qu'on demande, c'est pas de l'argent, c'est pas un chèque en blanc, c'est des engagements qu'on demande, c'est-à-dire le cas échéant, en fonction des besoins, qu'il y ait une ligne de trésorerie qui soit débloquée et qui sera remboursée aussi selon les modalités de définition. Donc, est-ce que j'ai oublié des choses ? S'il y a des questions pour rentrer un peu plus dans la précision de ce que c'est qu'une SIC, encore une fois l'idée, après on peut rentrer toujours plus dans la complexité juridique, mais le principe de ce type de société coopérative, encore une fois, c'est de pouvoir, en tant que travailleur, proposer de reprendre des outils de production en intégrant toutes les parties prenantes qui peuvent être intéressées par le maintien d'un outil de production sur un territoire. Donc c'est pas uniquement pour sauver les emplois de Condat, même si c'est un élément hyper important, c'est aussi pour maintenir une vitalité du territoire. Donc c'est pour ça que ce format de la SIC est important, parce que ça permet d'intégrer les collectivités, les acteurs de la filière et les acteurs directement concernés dans un projet commun où les décisions sont partagées, où il n'y a pas de décision et d'acteur qui, à lui seul, peut faire basculer une décision d'une manière majoritaire. Donc voilà, ça c'est le côté intéressant de ce type de structure. Je rajouterais juste que, pour aller un peu plus dans le détail, que le projet, c'est bien de rester sur la fabrication de la glacine dans un premier temps. C'est de rester dans la configuration actuelle, tant qu'on ne revient pas à une situation d'équilibre financier. Après, on pourra envisager d'autres projets et peut-être voir redémarrer la machine qui a été arrêtée il y a 2 ans. Mais l'objectif premier, c'est bien de rester sur la production de glacine, de l'augmenter, la stabiliser et de ramener l'entreprise à une situation économique viable. Après, on va voir dans les jours et semaines à venir les réactions qu'il va y avoir au niveau de la direction. Je pense qu'elles vont pas être très bonnes, mais on reste bien sur la même production et il faudra faire en sorte de garder forcément les mêmes clients que ceux qu'on a aujourd'hui. Ça va être un des défis un peu du projet, ça va être de garder tous les clients qui sont aujourd'hui en lien avec l'entreprise. Et chose dont on ne vous a pas parlé, c'est qu'aujourd'hui, à Condat, on n'a pas de commerciaux qui vendent de la glacine. On n'a pas de gens qui vendent notre glacine. Et la première chose qu'on fera lors de la création de la SKIC, si malheureusement on arrivait au pire pour Condat, c'est que là, on va instaurer des commerciaux pour vendre notre propre glacine. Il faut quand même se rappeler tout de même, c'est qu'on n'a pas de gens, on n'a pas de commerciaux qui vendent le papier qu'on produit ici à Condat.
On n'a pas de gens qui vendent notre papier. Il n'y a pas de gens qui viennent sur le site pour voir comment est notre papier. On n'a pas de gens qui vont démarcher des clients pour avoir des nouveaux clients ou quoi que ce soit. Il y a un service commercial à Paris. Si. Il y a un service commercial à Paris, mais ils vendent du papier couché. Malheureusement. Enfin, malheureusement, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, mais enfin, il ne sert pas à Condat. Voilà. Je rajoute juste un point sur on n'en a pas parlé, mais c'est aussi quelque chose d'important d'avoir en tête, c'est que la SIC aura une direction générale. C'est pas, on part pas. Il y aura une direction générale, il y aura un directeur ou une directrice qui sera identifié et qui pourra du coup être aussi en première ligne dans les discussions avancées qu'il devrait y avoir avec, comme nous disait Carlos, avec les clients qu'il faudra aller voir, et puis aussi les fournisseurs. Cette chaudière CSR qui, de ce que j'ai compris, en réalité n'a pas été financée par Condat. Ça a été financé en partie par l'ADEME, mais le gros du financement, donc déjà il y a 14 millions d'euros d'argent public qui ont été mis dans cette chaudière, et le reste a été financé par un investisseur et des fonds, enfin un investisseur spécialiste sur le développement de ce type de projet. Donc si demain Condat n'est plus là ou n'a plus d'activité, cette chaudière toute neuve qui a coûté de l'argent aux contribuables et à un investisseur, qu'est-ce que ça deviendra ? Cette chaudière fonctionne avec un centre de tri géré par Paprec, là aussi, qui a généré des investissements importants. Donc, encore une fois, on revient à ce point-là, c'est-à-dire que c'est censé intéresser un certain nombre d'entreprises et d'organisations et d'institutions, ce projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez parlé de l'investissement immédiat de 3 millions plus sur le business à Pologne. Est-ce que vous avez d'ores et déjà identifié qui pourrait rentrer de suite au capital de cette équipe? Voilà, il faut de l'argent de suite. Est-ce que vous avez déjà commencé à identifier les potentiels investisseurs? Alors, on a commencé, nous encore une fois, on a une idée de qui il faudra aller contacter, avec qui on va commencer à essayer d'avoir des discussions. Mais encore une fois, tout est ouvert. Évidemment, on va se rapprocher des industriels qui nous semblent être les premiers concernés pour voir ce que eux en pensent et comment ils voient les choses. Et de la même manière, oui, on a identifié des besoins de financement à court et moyen terme. Ces besoins de financement, il y a plusieurs modalités de financement qu'on peut envisager. Effectivement, du financement directement par les capitaux propres, donc par les acteurs qui ont intégré la SIC, mais c'est également la possibilité d'aller voir des financements publics. Vous savez, je fais une digression, je vais essayer de pas aller trop long, mais on vit aujourd'hui dans un pays où l'industrie, ça représente plus que 10% du PIB. C'était plus de 25% il y a longtemps. Ok. 10% du PIB, c'est rien. Il y a quelques années, on nous redisait super, l'industrie repart. Là, on commence à dire, on commence à nous redire l'inverse. On commence à nous dire qu'on repart dans un cycle de désindustrialisation en France. Il y a encore quelques temps, alors les gouvernements ils changent régulièrement, mais il y a globalement un consensus depuis, particulièrement depuis le Covid, y compris parmi les dirigeants politiques, de la nécessité d'avoir de l'industrie. Décarbonée, propre, ce qu'on veut, mais de la nécessité d'avoir une industrie. Parce que l'industrie, effectivement, déjà, c'est une forme de souveraineté économique, et c'est, je le disais tout à l'heure, pour tout un tas de territoires, c'est un élément, c'est une vitalité énorme, et quand une industrie part, il y a un effet cliquet. Et que quand les industries partent des territoires, c'est très très dur pour les territoires d'aller compenser ces pertes économiques et sociales par autre chose. Donc il y a un enjeu très très important à maintenir l'outil de production et les emplois sur site. Et donc l'État là-dessus, en direct ou via la Banque publique d'investissement, a un rôle à jouer.
Nous, on est intervenu dans d'autres projets récemment, dans des projets très importants de ski, où on a eu des échanges avec Bercy, avec le ministère, qui nous promettaient pour 1 euro d'argent privé que la SIC va trouver, on vous mettra 1 euro d'argent privé. Donc il y a toutes ces choses-là à intégrer et à avoir en tête, et l'argent, on ira le... Et on nous dit toute la journée, alors là pareil, encore une fois, il y a plus d'incertitudes, on n'arrive même pas encore à trouver un budget mais au niveau de l'État. Mais pendant des années, on nous a dit que alors, le plan France 2030, pour sauver l'industrie, c'était des dizaines de milliards d'euros qui étaient fléchés par le président de la République et le gouvernement pour sauvegarder l'industrie française. L'ADEME dispose aussi il y a des subventions publiques françaises et européennes très importantes. On nous en parle très régulièrement en disant que c'est de l'argent public disponible pour sauver l'industrie. Donc il n'y a pas de raison que cet argent-là, on ne puisse pas aussi aller le solliciter quand il y a un projet très concret, cette fois-ci, qui a la chance d'émerger. Sur les emplois, c'est un maintien, un développement Sur les emplois, je crois que c'est encore un peu tôt pour dire si le projet va permettre de maintenir tous les emplois. Ce qu'on peut dire, c'est que les projections qui sont faites aujourd'hui, elles sont effectifs constants. Il faudra probablement ajuster en fonction de l'avancée du projet, mais c'est un peu tôt encore pour fixer des chiffres aujourd'hui. Je voudrais rajouter qu'on est sur un projet avec des sommes qui sont relativement faibles par rapport à d'autres projets industriels. On n'est pas sur des centaines de millions d'euros d'investissement, puisque l'investissement, en fait, sur Condat, il a déjà été fait. On n'est pas sur une usine ou un outil de travail qui a été plus ou moins délaissé par un manque d'investissement. On est bien sur une usine qui a été remise en état, remise à neuf, ce qui rend aussi le projet de ski plus facile et avec des montants qui sont relativement raisonnables au vu de l'industrie lourde qui est la papeterie. S'il y a d'autres questions. Aujourd'hui, sur le projet, vous parlez de l'intégration des communes, de l'État. Est-ce que ça est déjà pris en compte leur point de vue, leur vie? On a eu quelques échanges avec Madame la mairesse, avec la communauté de communes, avec la région. On a fait une table ronde il y a quelques temps. On n'en est qu'aux prémices de la mise en place du projet. Donc après, il faudra approfondir le sujet avec les personnes concernées et puis voir à quel niveau ils sont capables d'investir dans le projet. Mais je pense que Madame la maire serait en capacité de répondre mieux que moi sur le sujet. Oui, donc effectivement, on a travaillé déjà un petit peu en amont avec le syndicat. Aujourd'hui, je ne suis pas venue toute seule. Donc, certes, il y a le président de la communauté de communes qui va parler lui-même. Et je suis venue accompagner d'un de mes deux consultants que la mairie a mandaté pour pouvoir effectivement nous aider dans ce projet à trouver des repreneurs. Donc, ce monsieur est bien connu ici au niveau du département, et ensuite il y en a un deuxième qui est au niveau national, voire international. Voilà. Donc ensuite, on échangera, je pense, après, avec vous pour effectivement mettre en œuvre et essayer de trouver effectivement les repreneurs. Et bien évidemment, on fait entièrement partie de ce projet et on s'associera bien sûr avec vous en ce qui concerne la mairie. Maintenant, je vais passer la parole au président de la communauté de communes. Oui, donc ce projet de SKIC est, à mon avis, indispensable dans les démarches qui vont avoir lieu en fonction de l'évolution, car il faudra bien trouver des repreneurs.
et ça peut être un moyen d'activer ces négociations. Alors, en tant que président de la communauté de communes, il est clair qu'on apportera notre soutien total à la démarche. Alors après, je n'ai pas l'habitude de faire rêver les gens. On n'est pas une grosse collectivité financièrement. Dans le plan de revitalisation, on a tenu à mettre un peu d'argent, mais c'était minime par rapport à ce qu'a mis l'État. On a mis 50 000 € à l'époque. C'était pour être autour de table. Donc là, il est clair qu'on aura la même démarche, mais quand on sait que l'autofinancement de la communauté de communes de 26 000 habitants, c'est 200 000 € par an, vous imaginez bien qu'il faudra qu'on se serve des appuis, des connaissances que l'on a au niveau de l'État, au niveau éventuellement de la région, le département qui lui aussi connaît un nombre de difficultés, et c'est par rapport aux grosses collectivités qu'elles seront appelées à amener leur contribution financière, ce qui me paraît assez logique. La communauté de communes ne fera pas rien, mais je ne veux pas vous faire rêver. Donc, on peut mettre plusieurs millions. Si je vous disais ça, je ne voudrais pas me croire. Voilà, donc on se battra. Et aujourd'hui, c'est tout un territoire qui doit réfléchir à son avenir. Nos collectivités, bon, je peux vous donner quelques chiffres, mais bon, c'est la CFE et la CVAE qui passent par la communauté de communes et qui est redonnée aux communes, c'est 4,5 millions. Sur ces 4,5 millions, il y a 1,1 million qui proviennent des à la commune, parce qu'elle a aussi son fonctionnement. Donc ça prouve que nos marges de manœuvre financières sont quand même assez restreintes, mais bon, surtout c'est un engagement. Et si on est là à vos côtés, ça prouve bien qu'on est prêt à se battre jusqu'au bout. Et voilà ce que je peux dire aujourd'hui. C'est indispensable, c'est à faire, on accompagnera. Et il faut qu'on puisse démontrer, si demain il y a une catastrophe, qu'il y a une solution à court terme, avant de voir s'il y en a d'autres plus intéressantes à moyen ou à long terme. Bonjour. Ce que je voulais ajouter, moi, c'est que ce n'est pas les collectivités qui vont intervenir, c'est leurs outils. Parce que les collectivités elles-mêmes, elles n'auront pas les moyens, mais elles ont des outils, que ce soit l'État, que ce soit la région, un peu moins le département aujourd'hui, mais c'est les outils qu'ils peuvent mettre à disposition qui vont permettre de lever les fonds nécessaires. Les chiffres qu'on annonce et dont vous parliez tout à l'heure, en particulier pour le besoin en fonds de roulement, sont des chiffres qui dépassent les chiffres des collectivités. Évidemment, enfin, je pense que la chose, alors c'était peut-être, en tout cas pour moi c'était assez évident, je suis tout à fait d'accord que nous, dans les projets qu'on fait de SIC, de SKIC, intégrer les collectivités locales à ces niveaux-là, on ne s'attend évidemment pas à ce type de financement. Il y a une dimension qui est à la fois symbolique et qui, politiquement, avec un grand P, est aussi une force, parce que ça permet d'impliquer les acteurs du territoire. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, c'est aussi mettre à disposition des outils, mettre à disposition même des réseaux qui peuvent être intéressants. Donc c'est dans les prévisions qu'on peut faire, là c'est évidemment encore là trop tôt pour en parler, mais de toute manière c'est pas ces montants-là qu'on aurait intégrés dans les projections au niveau des collectivités locales, évidemment. Je voulais savoir quelle était la position du patron actuel de la papeterie de Condat et comment ils sont dédommagés, eux. Je suppose qu'ils attendent le dédommagement ou qu'ils veulent vendre peut-être l'usine en pièces détachées, je ne sais pas. Donc, écoutez, madame, si on le savait, peut-être qu'on ne serait pas là. Si on savait ce qu'ils veulent faire, on n'a aucune idée sur ce que souhaite faire la direction des papeteries de Condat aujourd'hui.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on crée la SCIC au cas où ils voudraient que l'issue de la papeterie soit catastrophique. Donc non, malheureusement, on n'a aucune réponse à donner à votre question, quoi. Est-ce qu'ils veulent fermer le site? Est-ce qu'ensuite ils voudront délocaliser les machines, tout ça? Non, malheureusement, ça, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on est en vente officiellement depuis 3 jours et qu'on a 2 mois et demi pour vendre un site comme les papeteries de Condat. Voilà la seule chose que nous savons. Vous n'envisagez pas de vous opposer à cette vente et comment... Si on non, s'opposer à cette vente, non. Non. Voilà. Pour être franc, il y a maintenant 1 mois et demi, on a fait en sorte de mettre la pression sur les actionnaires pour qu'ils vendent Condat. Donc non, on ne va pas revenir en arrière. On est les salariés qui sont ici, même vous pourrez leur demander tout à l'heure, au fond d'eux-mêmes, bien sûr, on est content d'être mis en vente parce qu'on souhaiterait quitter le groupe Lecta. Mais maintenant, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est le temps qui a été mis pour vendre Condat. Et on n'est pas des patrons, mais on n'est pas non plus idiots. Et mettre 2 mois et demi pour vendre un site comme les papeteries de Condat, ça nous paraît quasi impossible. Oui, je voulais rajouter, peut-être, vous n'en avez pas parlé, peut-être faudrait-il, vous savez, donc il y a 4 fonds d'investissement. Sur les 4, il y en a 2 principaux qui sont Tikeo et Apollo. Peut-être faudrait-il connaître leur position par rapport à ça, et peut-être pourrait-il être intéressé par effectivement cette SCIC. Le problème qu'on a aujourd'hui avec l'ECTA, c'est qu'on voit bien qu'ils sont dans une opacité complète sur ce qu'ils veulent mettre en place, que ce soit sur le projet pour Condat, mais aussi sur le fait qu'ils sont en train de vendre une usine en Espagne. Et puis on voit bien la façon dont ils structurent. Ils ont pris un cabinet pour contrôler la communication, ils ont embauché un nouveau directeur, ils n'ont pas envie de communiquer. Ils veulent mettre en place un plan qui doit être ficelé, et je ne pense pas aujourd'hui que l'actionnaire, que ce soit Tikeo ou autre, ait envie de rentrer dans la SCIC. Peut-être qu'à un moment donné, on les rencontrera, on aura la discussion avec eux. J'ai un peu de mal à voir la chose. Il faudra de toute façon envisager tous les investisseurs possibles. J'ai bien une question. Oui, bonjour tous. En tant qu'artiste et photographe du Périgord, moi, j'essaie de revenir dans le temps. Je vais me revenir dans le temps quand ça s'appelait Révélateur de talent. Et moi, quand je vais dans les grands magasins comme Cultura, comme la Fnac, tout ça, et que je vois le monde du papier ou le monde des packaging et des livres et des livres de cuisine, etc., qui sont fabriqués tout en Chine, comment on peut faire pour faire différemment, faire en sorte que ce soit du Made in Périgord, de A à Z, comme avant, avec votre papier offset, le papier couché. Moi, j'aimerais bien revoir des photographies, des bouquins où je sais que c'est du papier de Condat, comme j'utilise moi pour mon travail. Voilà, je trouve ça un peu pas du tout normal que dans ce cas-là, il faudrait que votre papier soit, que par exemple, si je vais en Chine, comme ça m'est arrivé, de voir des packaging, un beau livre avec des, je sais pas, des tasses à café, du Périgord ou des trucs comme ça, où il y aura écrit Made in Périgord. Mais Made in Condat, fabriqué à Condat, où vous avez l'outil, votre travail, et au niveau international, comment ça se passe? Comment on peut faire pour qu'on puisse voir le papier Condat partout, dans les livres? Pourquoi pas contacter des gros groupes éditoriaux qui bosseraient avec vous? Et aussi les artistes qui ont travaillé avec vous il y a quelques années,
Sinon, ça ne serait pas appelé révélateur de talent. Ces artistes-là, ils peuvent vous soutenir aussi. Et je pense qu'il ne faut pas les oublier. Sur le papier de Condat, il y aurait beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, on est dans la situation où il n'y a plus de fabricants de papier graphique en France, puisque Condat a été la dernière usine qui en fabriquait, qui a été fermée il y a 2 ans. Quand on discute avec les imprimeurs aujourd'hui, ils en sont réduits à prendre du papier chinois, papier coréen, parce qu'il n'y a plus d'offres de papier en France. C'est pas parce qu'ils n'en voudraient pas, c'est parce qu'il n'y en a plus. Et le papier Condat qui est vendu aujourd'hui, qui est fabriqué en Espagne ou en Italie, il ne plaît pas aux imprimeurs. Il n'est pas beau. Il y a eu une baisse de qualité depuis la fermeture de l'usine il y a 2 ans, qui fait que les imprimeurs, quand ils discutent avec nous, ils nous disent si Condat redémarre, on prendra du Condat. S'il a la qualité qu'il avait avant, ils reviendront sur des papiers comme ça. Et puis ça aurait du sens, parce que plutôt que d'importer des bobines de papier qui traversent la moitié de la planète, quand on nous parle de circuits courts, d'économie circulaire, etc., on serait dans cette optique. Sur les papiers graphiques, par exemple, ou même sur la glacine. Aujourd'hui, on importe de la glacine qui vient d'autres pays, européens ou du monde entier. On a en France des fabricants de cellulose, qui sont d'ailleurs dans des situations économiques un peu compliquées en ce moment, parce qu'il n'y a pas de consommation, parce que le marché est compliqué. Le fait de maintenir Condat, c'est aussi maintenir les fabricants de cellulose en France. Ça a un lien, ça va au-delà du territoire. On a une usine aujourd'hui qui s'appelle Saint-Gaudens, qui regarde avec attention ce qui va se passer du côté de Condat, parce qu'une partie de leur production, elle est dédiée à la glacine et à l'usine du Lardin. Donc, ça va pas être simple, mais je pense qu'il faut revenir à des circuits plus courts que d'aller chercher des bobines de papier à l'autre bout de la planète, comme on fait il y a le papier graphique. Mais il y a un autre exemple qui est frappant, c'est les journaux, où aujourd'hui il n'y a plus de fabricants de papier journal en France, et les journaux papier aujourd'hui sont imprimés sur du papier qui vient du Canada, qui vient d'Italie, d'Allemagne, de partout sauf de France, parce qu'il n'y en a plus. Justement, pourquoi pas justement avec un groupe média, par exemple, je ne sais pas, Sud-Ouest, Ouest-France, que le papier soit fabriqué chez vous et imprimé chez vous aussi. On a déjà la structure. On a la discussion avec les patrons de presse, mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas pris parce qu'ils n'ont pas envie de se lancer dans une industrie qui est une industrie lourde. Et il faut mettre quand même un peu d'argent pour ce genre de produit. Mais on a la discussion régulièrement avec eux. Et puis il y a un autre phénomène aujourd'hui, c'est la baisse des tirages papier dans un certain nombre de domaines, sauf il y a un domaine qui se maintient relativement bien, c'est l'édition de livres, de bandes dessinées, etc., qui pourrait concerner Condat. Et là, on est sur un secteur qui ne monte pas, mais qui ne baisse pas, ou qui se maintient, on va dire, et où il y aurait énormément de développement à faire sur une usine comme celle de Condat. Vous savez, je trouve un petit peu triste quand je reparle d'aller dans un magasin de presse, de lire République de Chine derrière, surtout quand c'est des livres ou des régionaux, des livres régionaux, des artistes régionaux dont la matière première est fabriquée ailleurs que chez nous. Donc, moi, je trouve ça un petit peu con, quoi. Voilà. Je reprends la même. C'est moi qui ai commencé cette conférence de presse, c'est moi qui vais la terminer. Juste avant tout, je voudrais quand même qu'on insiste sur l'état général de la papeterie de Condat. Il faut quand même, nous salariés qui y travaillons, on s'en rend compte tous les jours, on a quand même une usine, je dis bien ce qui tourne aujourd'hui. On parle
de la chaudière, la machine par elle-même, la refendeuse, l'emballeuse, le service d'expédition, tout ça c'est quasiment neuf. Faut quand même pas l'oublier. Et je ne peux pas croire que Condat va s'arrêter. C'est pas possible que notre usine s'arrête. C'est pas concevable. C'est pas concevable. Carlos pour le dire, on voit d'autres papeteries. La nôtre, elle est magnifique par rapport à toutes les autres papeteries. Ça, c'est un atout indéniable. Vous savez comme moi, quand on nous demande de faire des tonnes de papier, on fait des tonnes de papier. Et on pourrait faire, Thibault n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on peut monter jusqu'à 105, 110 000 tonnes de papier sur une année complète, et comme quand on tournait avant que tous nos malheurs arrivent en 2023, quoi. Donc voilà, il faut penser et dire surtout qu'on a une belle usine, une usine compétitive, qu'on a des atouts, et qu'il faut qu'on arrive que Condat continue de vivre. Juste un dernier mot aux salariés qui sont présents là, il faut qu'on arrive à le dire à nos autres copains qu'il faut qu'on se batte, pour sauver notre emploi. Et puis il n'y a pas que notre emploi, il y a les services publics, il y a le territoire, il y a tout. Parce que je veux dire que j'en vois là qui sont de la commune du Lardin ou de Condat, voire des Farges. C'est que nous on va perdre notre emploi, mais en plus on va perdre beaucoup de services publics à côté. Hein. Donc il faut vraiment qu'on arrive à mobiliser le maximum de monde, je dis bien le maximum de monde, pour sauver nos emplois et puis toute notre carrière. La plupart du temps, là, je vois ceux qui sont là, je crois que le plus jeune doit avoir 25 ans de boîte. Et encore, peut-être que je suis léger. Donc voilà. Écoutez, merci à tous d'être venus. Merci à toutes de nous avoir écoutés. Bonne fin de journée et à très vite.